Bienvenue sur le 9e épisode du podcast Trahir pour exister, en quête d'identité. Alors, presque un mois et demi à l'hôpital, c'est ce que j'ai fait. J'y suis entré le 16 octobre, je me rappelle parce que c'est l'anniversaire de mon tonton. Enfin, si c'est sa vraie date, hein. Vous savez, les personnes qui viennent en France, etc., parfois ils font des petites modifications sur leur document d'identité, etc. Mais voilà, techniquement, c'est la date que je connais. Et je me rappelle plus vers quand je suis sorti, mais je crois être rentré en France entre le 23 et le 28 décembre 2017, je me rappelle plus exactement. Mais je sais que enfin, fêté. C'est un grand mot, j'étais vraiment pas dans... J'avais pas vraiment la tête à ça, mais j'ai passé des fêtes de fin d'année avec ma famille. Mais est-ce que c'était Noël et Nouvel An ou juste Nouvel An? J'avoue, je me rappelle plus. Mais bref. Revenons-en un petit peu à ce séjour qui a été le plus long séjour à l'hôpital que j'ai pu faire de ma vie. Il s'est passé plein de choses. J'ai réalisé que j'ai laissé traîner un truc qui aurait pu me tuer. J'ai gardé ça pour moi, du moins j'ai minimisé pour ne pas inquiéter mes proches, notamment Léa, ma chérie, ce qui a failli coûter notre relation, parce que je lui disais pas beaucoup de choses. Je souffrais en silence de ma bêtise et je voulais pas que les autres s'inquiètent trop. Ma mère était quand même morte d'inquiétude parce que c'est une maman et aussi parce qu'elle n'avait pas moyen de venir à Taïwan à cause d'un problème de visa, vu qu'elle n'est pas française, etc. J'ai reçu un petit message de mon petit frère, aucun de ma petite sœur. Elle traversait une période difficile, mais bon, sachant que son frère était hospitalisé à l'étranger, un petit message de sa part m'aurait quand même fait plaisir. Et je n'ai rien reçu comme message ou autre du père. Pas que j'aurais voulu en avoir de lui, mais vous voyez un peu quel type de personne c'est. J'avais par contre une fille qui m'écrivait presque tous les jours pour prendre de mes nouvelles, et c'était une des seules personnes avec qui je parlais autant. Même si parfois j'étais un peu saoulé de devoir écrire autant, j'avais juste envie d'être tranquille, mais quand même je reconnais que ces messages m'ont fait du bien. Donc merci à toi Julie. Et du coup, au tout début du séjour à l'hôpital, Laurane, David et Thibaut se sont occupés de la paperasse pour moi, ils ont vraiment été des anges. C'est pour ça que je les appelle mes anges gardiens. Et je suis un peu désolé d'avoir niqué leur noce de Pax, mais je suis ravi d'être encore en vie grâce à eux. Et ensuite, Eva est venue me rendre visite quasiment tous les jours à l'hôpital. Donc elle a traversé avec moi les différentes épreuves par lesquelles je suis passé. Ça a dû être un roller coaster émotionnel pour elle aussi, hein, mais sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'être aussi résilient. Sa présence m'a beaucoup réconforté. Donc après que les médecins aient déterminé que c'était la tuberculose que j'avais, j'ai basculé sur un autre traitement et j'ai rapidement été transféré en unité de soins intensives où j'y suis resté une bonne partie de mon séjour. Avant d'y aller, il y a eu un interprète qui a été chargé d'annoncer la nouvelle à ma mère, que j'étais dans un mauvais état et que je pourrais éventuellement perdre la vie si les choses continuaient à se dégrader. Imaginez l'angoisse pour un parent d'entendre ce genre de paroles. Mais moi perso, si mon état n'était pas au top, je me sentais pas aussi mal que les docteurs avaient l'air de le dire. J'ai été entubé, c'était vraiment pas ouf comme... Ouais, je me rappelle, c'était chaud. En gros, quand t'es entubé, on te met un tube qui commence dans le nez et doit descendre jusqu'à l'estomac. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a fait. On a dû s'y prendre à 2 fois. Parce que la première fois, j'ai eu le réflexe de le sortir d'un coup. J'aurais pu me blesser, mais c'était tellement une sensation nouvelle et désagréable que je m'y attendais pas. Donc j'ai retiré d'un coup. Et la deuxième fois, bon, il y avait Eva qui était là avec moi et elle m'a sorti un mensonge réconfortant. Elle m'a dit qu'on lui avait déjà fait ça, que ça allait passer, que c'est pas agréable, etc. Ça m'a aidé à tenir. Et après, une fois que j'ai été entubé, elle m'a dit plus tard qu'en fait, elle avait jamais fait ça. Mais ça m'a aidé à passer cette deuxième étape parce qu'en fait, ce qu'il faut faire quand on t'entube, ben, on te rentre le tuyau dans le nez. Et après, bon, voilà, ça va passer par la gorge, etc. Ce qu'il faut faire, c'est avaler, 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 avaler. Alors, déglutir, déglutir, déglutir. Comme si tu voulais avaler ta salive. Enfin, comme si tu voulais avaler quelque chose en continu pour aider le tuyau à passer. Mais bref, voilà. C'est juste la technicité du truc. Donc, imaginez, c'est pas agréable. Et voilà, donc j'ai été entubé et j'ai été nourri du coup au lait protéiné pendant des semaines. Donc j'avais plus de solide. En vrai, je pense que j'étais quand même en mesure de manger, hein, je pense. Je me sentais pas si mal que ça. J'avais moins faim, oui, mais je pense qu'avec les médicaments que je prenais et tout, je pense que j'aurais pu ne pas forcément être nourri juste au lait protéiné. Mais bref, c'est ce qui s'est passé.
Et pendant plusieurs semaines, au final, j'ai perdu un total de 11 kilos. J'étais pas bien gros à l'époque, hein. Je pesais 58 kilos, je fais 1m72 et j'étais descendu à 47 kilos. Donc j'avais des jambes de mannequin. Bref, c'était un truc. Vous voyez un peu les pubs là, comme on peut voir sur les affiches de lutte contre la malnutrition, UNICEF, etc. Ouais, vous avez l'image. Bref, c'était moi. Mais j'ai pas lâché l'affaire. C'était pas dans mes plans de mourir. Déjà, ça va arriver, hein. Mais non, j'avais pas envie. J'étais là, non, je vais pas mourir. Mais dans ma tête, c'était fort. J'avais pas l'intention de mourir là-bas. J'avais d'autres choses à accomplir dans ma vie. Et c'est cette pensée-là, en fait, qui m'a aidé à tenir. C'était impossible pour moi que je perde la vie. Et le personnel soignant était vraiment, vraiment, vraiment aux petits oignons. C'était, ah. Un jour, quand j'aurai plein d'argent, je vais repartir dans cet hôpital. Je vais essayer de retrouver les personnes qui ont été avec moi. Je pense que des étrangers qui ont eu une tuberculose et qui ont failli mourir dans cet hôpital, il ne doit pas y en avoir beaucoup. J'ai envie de retrouver ces personnes individuellement et de leur dire merci. Et quand j'aurai plein d'argent, leur donner aussi de l'argent. Je vais rendre. Je vais rendre parce que sans ces personnes-là, je serais juste plus en vie. Voilà. Bref. Je dis des choses comme ça parce que c'est un peu mon journal intime. C'est quelque chose c'est une pensée que je gardais en tête. Je veux pouvoir un jour rendre à ces personnes-là individuellement qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Voilà. Et bref, les jours et les semaines passent, je me porte de mieux en mieux, jusqu'au point de sortir de l'unité de soins intensifs, hein, le ICU, Intensive Care Unit, et que je reviens dans une chambre solo. Et j'ai eu une personne pour m'accompagner pendant quelques jours, je crois que c'était une semaine même, pour que je retrouve une certaine mobilité, parce que j'ai été alité pendant un mois à peu près. Et voilà, donc petit à petit, je recommence à manger du solide après avoir été désintubé. Désagréable, mais pas autant que d'être intubé. Et là, je me transforme en Kirby. Là, je gobe tout. Et je recommence à prendre un peu de poids. Léa vient me rendre visite une fois que je suis sorti de l'ICU pendant le temps, enfin ouais, le temps c'était le temps d'un week-end, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et après sa visite, 1 ou 2 jours après, je sortais de l'hôpital. Donc j'avais un petit peu le seum. J'étais là, j'aurais voulu te voir en dehors de l'hôpital, mais bon. Il fallait qu'elle retourne à Shanghai parce qu'elle avait déjà sauté enfin, elle avait loupé des cours pour venir. Donc, déjà, c'est pas très ouf parce que ça peut jouer dans ta note quand t'es étudiant et que tu rates des cours, etc. Donc, elle avait fait parce que j'étais malade, etc. Mais voilà, elle pouvait pas louper trop de cours et moi j'avais aussi Eva qui était là. Et, voilà, on s'est revus et de toute façon on se parlait tous les jours. Mais voilà, j'avais quand même un peu le seum. J'aurais bien voulu l'avoir en dehors de l'hôpital. Donc voilà, j'ai plus d'appart. Donc je retourne crêcher chez Eva. Et pendant une semaine, ils ont envoyé quelqu'un tous les jours pour me donner ma dose de médicaments contre la tuberculose. Elle avait été envoyée par le gouvernement et il fallait qu'elle s'assure que je les prenne. Voilà. Et après quelques jours, j'ai pris l'avion pour revenir en France, malade, mais vivant. Et là, le retour à la maison, ça a été le plus brutal de tous. Déjà de une, j'avais raté mon objectif de m'installer. J'ai empiré mon état de santé. Je ne suis plus en Asie alors que Léa y était. Donc différence de fuseau de je crois c'était 6 ou 7 heures. C'était beaucoup plus compliqué pour communiquer. Et surtout le père, toujours fidèle à lui-même, qui m'a dit je t'avais dit de pas y aller. Voilà, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà, je viens de rentrer, j'ai le moral dans les chaussettes et j'ai une personne utile qui me dit ça. Bref. Je voulais repartir absolument malgré mon état, donc j'ai fait un court CDD chez Uniqlo. Euh, un autre parce que j'ai déjà travaillé plusieurs fois chez eux, mais là j'ai pas été gardé. Parce que clairement j'étais pas efficace. Je pétais pas du tout la forme. Et après ça, en voyant que j'arriverais pas à repartir tout de suite, je me suis rendu à l'évidence que je devrais rester ici. Et c'est là, mentalement, que j'ai sombré. Pourquoi à chaque fois j'échouais à rester en Asie? Pourquoi est-ce que j'ai fait d'aussi mauvais choix? Pourquoi est-ce que ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était les questions qui revenaient en boucle dans ma tête au tout début de ma dépression. Et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver une direction. Je ne vais pas rentrer en détail durant ces 3 années de dépression parce qu'en vrai c'est assez flou. J'en garde quelques mauvais moments mais ça s'estompe avec le temps. Comme si mon cerveau faisait le tri pour ne garder que des choses plutôt positives. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Et je me suis senti revivre vraiment à partir de février 2021 quand je me suis fait opérer du poumon pour une aspergillose. Oui, moi, du coup, faut que je vous explique. En gros, la tuberculose, bien que guérie, a laissé des séquelles assez importantes sur le haut de mon poumon gauche. Donc j'ai une cavité qui a été formée, et donc les champignons adorent s'y loger parce que c'est humide, c'est voilà, on s'y sent bien, tu vois. Donc ce champignon, l'aspergillome, y avait fait son repère. Donc heureusement il était bénin, il n'a pas cherché à s'étendre ou quoi que ce soit. Euh, mais il partait pas non plus avec les médicaments. Donc l'opération chirurgicale était la seule option, d'après les médecins, pour le retirer pour de bon. Donc à partir de février 2021, j'en étais débarrassé et j'avais l'impression de revivre à nouveau. J'ai repris le travail en septembre 2021. Puis en mai 2022, on a emménagé avec Léa et j'ai enfin pu quitter mon chez-moi. Et j'ai décidé depuis ce jour-là de ne plus revenir à la maison. Je crois qu'au moment où j'ai déménagé, j'ai choisi un jour où le père n'était pas là. Il était peut-être dans l'autre famille, un truc comme ça, pendant quelques temps. Donc quand il est revenu, j'avais juste disparu et j'ai bloqué son numéro et depuis, je l'ai pas revu. Et ce qui s'est passé plus ou moins en même temps, c'est mon petit frère qui est parti habiter dans un logement étudiant pas loin de Paris, en mai aussi ou en avril. Et ma petite sœur est partie au Japon pendant quelques mois à partir de septembre. Et là, ma mère avait perdu tous ses enfants de manière assez rapprochée. Et ce n'est que là qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas rester avec lui et qu'elle a commencé à chercher à déménager. Je pense qu'on l'aidait à supporter la situation, mais une fois qu'on est parti, elle était livrée à elle-même. Je l'ai aidé dans ses recherches d'appartements, on a réussi à en trouver un, euh, aussi grâce à l'aide de Léa et de mes amis qui lui ont servi de garant. Et on a fait un déménagement extrêmement rapide. Le père était parti travailler, et nous, on est arrivé avec les camions, on a chargé l'essentiel pour l'amener dans le nouvel appart. On est parti comme des voleurs. Il restait encore des choses de valeur dans l'appartement, mais on a récupéré l'essentiel, je pense. Et arrivé le soir, ma mère a reçu un call vidéo du père qui rentrait dans une maison vidée, et elle n'a pas répondu. Après tout, il avait dit à ma mère, les fois où elle avait eu un peu de courage pour le confronter, sur le fait qu'il pourrait juste aller vivre avec son autre famille et nous laisser l'appart où on était, vu qu'il ne payait pas le loyer. Il lui a dit que c'était à elle de partir avec nous, les enfants, et que lui, il allait garder l'appartement. Donc c'est ce qui s'est passé, et je pense qu'il ne pensait pas qu'elle allait pouvoir le faire un jour. Après tout, ça faisait plus de 29 ans qu'il la faisait vivre dans cette situation, donc pourquoi est-ce que ça changerait d'un coup? Et là, je pense que son ego a pris un gros coup. Et après, ce qui s'est passé, bah, comme il payait pas le loyer, et qu'on était déjà en dette de plus de 6000 euros de loyer impayé, bah, vu que ma mère était partie et que lui, il payait plus, je sais pas si c'est la police ou les huissiers qui sont venus, mais en gros, ils ont muré la porte pour que plus personne ne puisse rentrer dans le logement. Ils ont fait ça après avoir, je pense, jeté tout le reste des affaires, hein. Et voilà. Aux dernières nouvelles, quand on passe devant chez moi, on voit qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Donc je pense que ce sont d'autres locataires. Je ne pense pas qu'il aurait les moyens, lui, de se repayer ce logement-là. Donc il y a une petite part de curiosité qui a envie d'aller checker qui habite là. Et en même temps, je me dis non, imagine, c'est quand même lui. Mais bref. Et donc, du coup, voilà comment est-ce que les choses ont un petit peu évolué et comment je faisais au mieux, moi, pour avancer dans le but de me reconstruire, en attendant de retrouver ce qu'il faut pour pouvoir repartir en Asie parce que je n'avais pas dit mon dernier mot et que mon histoire avec l'Asie est loin d'être terminée. Donc voilà pour cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et en attendant, je vous dis au prochain épisode.